Mesdames, Messieurs, bonjour, bienvenue sur Alizé, ravi de vous retrouver pour votre édition de la mi-journée. On commence avec le maire de Petit-Bourg, Guy Losbar, qui a souhaité ce matin faire une mise au point en cause la CANBT, la communauté d'agglomération du Nord-Bastère dont fait partie Petit-Bourg, rencontre des problèmes financiers et ne peut plus assurer les services dont elle avait la compétence. Des problèmes par exemple de ramassage d'encombrants qui sont reprochés au maire de Petit-Bourg, qui est également l'ancien président de la CNBT, Guy Losbar, qui a répondu sur ce sujet aux questions de Muriel Barlagne. L'explication aujourd'hui, c'était concernant le problème d'encombrement des transports, puisqu'il faut rappeler que lorsqu'une compétence est transférée, le maire n'a plus de marge de manœuvre. Je ne peux plus intervenir en matière de transport, je ne peux plus intervenir en matière d'encombrement. Or, quotidiennement, nous sommes interpellés par rapport à ce manquement pour ces deux prestations. Et c'est pour cette raison que lors de notre dernier conseil, nous avons dû prendre donc des solutions en disant qu'à compter de nous allons donner une date où il ne faudra plus mettre d'encombrants au bord donc, des routes puisque le ramassage n'est pas effectué. Nous allons mettre en place une brigade verte avec la police de manière à sanctionner. Il y a 5 niveaux donc, de sanctions. Cela peut aller jusqu'à 1 700 € pour toute personne pris en flagrant délit. Et de même, nous allons également assurer une surveillance donc, des sites importants tels que Viard à l'entrée donc, du centre-bourg, prise d'eau, également d'Aubin pour citer que ces sites-là. Et concernant également un certain nombre de chantiers, de projets qui devaient être au niveau de la CNBT, le dernier conseil aussi a demandé que cela soit transféré. La plage de Viard, qui est stratégique pour le développement donc, de Petit-Bourg et l'écotourisme tel que nous le voulons, et également l'ancien cinéma de Vernou pour lequel on a un projet culturel et c'est dommage, mais comme nous constatons que les autres chantiers sont arrêtés depuis plus d'1 an, pour pouvoir poursuivre ce développement de Petit-Bourg, nous étions en situation donc, de prendre ces dispositions. Nous sommes aujourd'hui le jeudi 29 octobre et c'est la journée mondiale de lutte contre l'AVC, les accidents cardiovasculaires cérébraux qui touchent environ 800 Guadeloupéens par an. Il reste d'ailleurs la première cause de mortalité dans notre département. Cette journée de sensibilisation a pour but d'apprendre notamment à détecter les premiers signes. Une conférence était organisée dans ce sens ce matin au CHU de Pointe-à-Pitre. Et parmi les intervenants, le professeur Lanuzel Annie, chef de service neurologie au CHU. On l'écoute, elle répond aux questions d'Éric Pommier. Ce qui a réellement changé, c'est que on pense que les campagnes antérieures ont permis à la population guadeloupéenne d'être relativement bien informée sur les signes. Maintenant, l'objectif de cette campagne est qu'ils aient une meilleure connaissance de tout ce qu'il faut faire pour ne pas avoir un accident vasculaire cérébral. Donc cette campagne est très axée sur la prévention. On a toujours autant d'accidents vasculaires cérébraux, donc on n'a pas diminué le nombre d'accidents vasculaires cérébraux. Il y en a environ 800 qui arrivent au CHU de Pointe-à-Pitre par an et ce chiffre est très stable depuis 10 ans. Donc on a une situation qui est relativement stable en termes de nombre de patients. Ce qui a largement changé en 10 ans, c'est le devenir des patients qui font un accident vasculaire cérébral. Il n'est plus du tout le même grâce à ces prises en charge rapides et à la possibilité, dans certains cas uniquement, mais la possibilité d'avoir un traitement rapide et actif via la thrombolyse dont l'objectif est de déboucher au plus vite les artères. Dans un autre registre, cette journée est également consacrée à la mobilité internationale en Guadeloupe, un rendez-vous qui se déroule actuellement à la Cité des métiers du Rézé et qui donne plusieurs clés aux Guadeloupéens souhaitant étudier ou bien travailler à l'étranger. Le reportage de Patrick Curie et de Anne-Elisabeth Artsen. Odia a des envies d'ailleurs. Ne trouvant pas son bonheur professionnel sur notre territoire, elle envisage un départ à l'étranger. La journée de la mobilité internationale est donc l'occasion pour elle d'obtenir les informations nécessaires pour cette aventure. Aujourd'hui, je suis venue parce que déjà c'est le Pôle emploi qui m'a conviée. Ils m'ont envoyé une invitation pour venir à la journée mobilité. Et comme je suis à la recherche d'un emploi assez stable, et c'est assez difficile de trouver en Guadeloupe, donc je me suis dit pourquoi pas voyager et voir d'autres zones pour pouvoir faire mon projet d'avenir en fait. L'Agence de l'Outre-mer pour la mobilité
partenaire privilégié à l'international, propose à tous les candidats au départ divers dispositifs d'accompagnement. L'ADOM intervient essentiellement sur la mobilité. Donc les différents dispositifs, 3 grands dispositifs en gros, qui sont la continuité territoriale, qui concerne les bons de réduction d'avion, donc sur les billets aller-retour vers la métropole. Simplement qu'il faut savoir que toute personne sous ces conditions de ressources peut avoir droit à ce bon, quel que soit le statut, demandeur d'emploi, étudiant ou autre. Donc nous avons aussi le passeport mobilité études, donc, qui est un dispositif pour les étudiants qui leur permet de bénéficier également du billet d'avion à 50% ou à 100% selon qu'ils soient boursiers ou non. Donc aussi dans la condition que la filière visée n'existe pas en Guadeloupe ou qu'à la limite qu'elle soit saturée. Et la formation professionnelle, donc c'est un service qui est attribué aux demandeurs d'emploi. Donc nous avons tout un catalogue de formations qui couvre différentes branches pour des formations qualifiantes pour la plupart, donc qui donnent droit à des titres professionnels. Un dispositif bien rodé qui a permis à de nombreux Guadeloupéens de poursuivre leurs études hors de nos frontières grâce à un suivi tout au long de leur parcours. Alors, le plan Initiative Jeune, c'est un dispositif dont j'ai bénéficié il y a déjà de cela plus de 10 ans, donc pour mes études à Trinidad. Donc on vous demande de proposer un projet, il faut qu'il soit bien ficelé avec le nom de l'école, avec un logement sûr, un pays de destination, une assistance sur place de manière justement à valider le dossier. Donc j'ai pu bénéficier de cela. Il vous aide donc au niveau du logement, paiement du logement, ainsi qu'une aide régionale où vous devez justement avoir comment je peux expliquer ça, un retour en termes de résultats d'examen pour pouvoir donc le valider. Rédiger son CV en anglais, préparer au mieux son départ, étudier à l'étranger, autant d'ateliers mis en place par la Cité des métiers lors de cette 8e édition pour le tout public désireux de concrétiser des projets d'expérience à l'international. Économie avec un focus ce midi sur le e-commerce. En Guadeloupe, le commerce en ligne semblerait de plus en plus faire d'ombre aux petits commerçants. Ces derniers préfèrent d'ailleurs agir de manière frontale. Le reportage de Karine Gelman. Un marché nouveau mais un secteur d'avenir en Guadeloupe. L'e-commerce ou la vente sur Internet de produits est déjà bien ancré, bien qu'il manque parfois de visibilité, voire de structuration. Quand un site à moins de 5 000 €, c'est comme si on disait bon, je veux faire un petit bâtiment où j'achète quelque chose, mais ça ne va pas aller bien loin. Parce que trop souvent, au niveau de l'investissement du e-commerce, il y a un prorata, c'est-à-dire que si je lève X euros, les plateformes qui marchent, ils ont levé très souvent plus de 200 000 €. Avec le e-commerce, on atteint le monde. Mais il faut savoir quoi vendre et comment le vendre. Les petits commerçants ont le flair et craignent déjà pour leur survie. Oui, ça me touche énormément parce qu'avant, jusqu'à vous en s'est posé la question, comment c'est-il que l'État n'a pas encore mis un veto dessus par rapport à ça, parce que les gens disent que c'est moins cher sur Internet. Certes, je l'avoue, c'est moins cher. Mais d'un autre côté aussi, il ne faut pas oublier que nous, on a Internet, ils n'ont pas de charge, ils n'ont pas d'employés, ils n'ont rien. Et nous, dans les magasins, on a pas mal d'employés, on a le local, il faut payer, on a les salariés, tout ça. Ça nous nuit énormément même, énormément. Le e-commerce n'est pas fermé aux petits commerçants, bien au contraire, une passerelle est possible. Si on veut rester sur son territoire, vendre des vêtements, etc., il faut peut-être coupler des stratégies et se faire accompagner. Et ça, les commerçants, effectivement, qui ne sont pas sur Internet, ils disparaîtront. Ça, c'est inévitable et ils ont raison de le dire. Les petits commerçants sont pourtant très réticents et leur stratégie pour faire face à l'évolution du e-commerce est plutôt frontale. Nous commerçants, on se parle, on se dit que Internet est en train de nous casser. Et si on fait pas attention et si on crie pas, si on fait pas monter ça jusqu'aux hommes politiques pour voir s'ils peuvent mettre un veto dessus, il faut voir dans 5 à 10 ans, il n'y aura plus de commerçants. Il n'y aura plus de commerçants, ça sera galère pour les jeunes qui arrivent et nous on peut plus de boulot, quoi. L'e-commerce versus petits commerçants, deux univers qui cohabitent encore alors que de nouveaux modèles économiques sont en cours de création.
Au chapitre social, le barreau de Guadeloupe, de Saint-Martin et de Saint-Barthélemy a voté hier la suspension de la grève. Une grève qui a débuté il y a 3 semaines pour protester contre la réforme de l'aide juridictionnelle. Hier, un accord a été trouvé avec la garde des Sceaux, Christiane Taubira. Malgré tout, les avocats guadeloupéens restent plutôt vigilants, comme l'a expliqué maître Ernest Danint devant la caméra de Muriel Barlagne. Nous avons obtenu satisfaction provisoire, en tout cas pour l'année 2012, parce que les unités de valeur qui vont permettre de calculer la rétribution des avocats au titre de l'aide juridictionnelle vont être revalorisées. Alors nous allons rester vigilants parce que le projet de loi ayant été voté en première lecture par l'Assemblée nationale, il conviendra que le gouvernement modifie sa copie et de sorte que nous restons vigilants parce que la messe n'est pas encore dite. Tant que le Parlement n'aura pas rectifié, n'aura pas modifié, n'aura pas supprimé cet article 15 de la loi de finances, eh bien, nous ne serons pas encore rassurés. L'ouverture aujourd'hui au Memorial Act de la conférence internationale sur les langues de l'Inde dans ses diasporas jusqu'à samedi. 35 chercheurs et professeurs d'université venant d'Afrique du Sud, des États-Unis, de l'Inde, mais aussi de Suède, vont échanger sur les fonctions, la préservation et la transmission des langues d'origine de la diaspora indienne. Ce matin, il est notamment question du tamoul dans les dom-toms au XXIe siècle. Et les images que vous venez de voir feront l'objet d'un autre sujet dans quelques instants puisqu'on vous parlera du site internet Mémoire de Guadeloupe. Mais avant, on va parler bien sûr de l'actualité dans la Caraïbe puisque Muriel Barlagne nous emmène ce midi aux Bahamas, à Saint Kitts et Nevis où les Chinois investissent l'archipel. Le tourisme en Colombie sera également évoqué dans cette Minute Caraïbe. Bahamas, le Premier ministre Perry Christie a déclaré être extrêmement confiant quant à la poursuite des travaux du méga resort Bahamar, un projet touristique pharaonique de 3,5 milliards de dollars, financé en grande partie par une banque d'import-export chinoise. Mais il manquerait aujourd'hui 400 millions de dollars pour terminer les travaux. Le Premier ministre bahaméen s'est dit prêt à éponger 50% du déficit dans ce méga hôtel qui sera un petit Las Vegas caribéen avec plus de 2000 chambres et 5000 emplois directs attendus. Saint Kitts et Nevis, où les investisseurs chinois sont là aussi appelés à investir, vivre et travailler dans l'archipel. C'est le Premier ministre kittissien lui-même, lors de son allocution au sommet Asie-Citoyenneté à Singapour, qui a fait cette offre devant un parterre d'investisseurs asiatiques. Timothy Harris a présenté les nombreuses mesures mises en place par son gouvernement pour faciliter les investissements internationaux. Colombie, le tourisme grand gagnant de la paix. Déchirée depuis plus d'un demi-siècle, la Colombie entrevoit enfin la paix, maintenant que le gouvernement et la guérilla des FARC ont enterré la hache de guerre. La fin des conflits constitue une bonne nouvelle pour les investisseurs et va permettre à Bogota de peaufiner davantage son image de pays émergent. Les effets des accords de paix pourraient assez vite se traduire par un coup de pouce au tourisme. L'image de la Colombie va s'améliorer rapidement. Or, ce pays dispose de tous les atouts nécessaires pour que s'y développe le tourisme, informe le vice-premier ministre Germán Vargas Lleras. Une enveloppe globale de 25 milliards de dollars doit être investie sur plusieurs années pour reconstruire le pays. Allez, retour en Guadeloupe avec cette information pratique. Un mot sur vos coupures d'eau du jour. Des travaux sont réalisés depuis 8h ce matin à Grand-Camp aux Abîmes, plus précisément rue Gutenberg et rue de la Concorde. Retour à la normale prévu en fin d'après-midi. Dans quelques jours, vous allez être nombreux et nombreuses à aller fleurir les tombes de vos proches disparus. Problème, vous ne savez peut-être plus où se trouvent les sépultures. Eh bien, un site internet, le site www.mémoiredeguadeloupe.com, permet de retrouver en quelques clics l'emplacement de la tombe recherchée. Un outil pour le grand public, mais aussi pour les collectivités qui peuvent gérer leur cimetière. Sur ce site, on retrouve également les avis d'obsèques et d'autres informations pratiques, notamment sur la législation ou encore sur la réglementation. Jean-Marc D'Alexis, bonjour. Bonjour. Alors c'est vous qui êtes à l'origine de cette plateforme mémoiredeguadeloupe.com. Oui. Comment vous est venue cette idée de créer ce site, une idée assez insolite on va dire? Mais tout d'abord, cela s'est produit lorsque je suis revenu m'installer en Guadeloupe. Je recherchais la tombe d'un cousin qui avait été inhumé au cimetière de Basse-Terre et en fait je n'ai pas pu la retrouver. Donc je me suis posé la question, comment faire en sorte qu'on puisse retrouver les sépultures, que cette information soit portée à la connaissance de tous. Et donc à travers les différents projets que j'ai menés
à ce moment-là, notamment la mise en place des réseaux de santé en Guadeloupe. Donc je me suis dit, pourquoi pas créer une plateforme qui permettrait à tout un chacun de retrouver son défunt au sein du cimetière, puisqu'aujourd'hui la législation impose une traçabilité de toutes les opérations qui s'effectuent au sein du cimetière. Donc en faisant un état des lieux de la gestion des cimetières au sein des communes, je me suis aperçu aussi que là, il y avait un manquement. Et donc, nous nous sommes dit, mes associés et moi-même, pourquoi ne pas apporter aux collectivités une solution tout en gérant leur cimetière, en améliorant cette gestion, de pouvoir porter à la connaissance du public les informations. Et surtout, l'expérience nous a démontré que beaucoup de personnes, lorsqu'elles revenaient souvent de métropole en Guadeloupe, et n'arrivaient pas à retrouver la sépulture. Alors, donc c'est un outil donc grand public, vous l'avez dit aussi, un outil pour les collectivités. Alors pourquoi on ne retrouve pas tous les cimetières de Guadeloupe? Alors parce que justement, cette montée en charge va se faire progressivement. Puisqu'on rappelle, le site, on va dire, a été mis en ligne il y a 1 an. Voilà. Alors, le site a été mis en ligne il y a 1 an. Nous faisons une montée en charge sur le back-office avec les collectivités. Il faut faire un état des lieux. Cet état des lieux prend du temps, parce qu'il s'agit de porter à la connaissance du public que des informations dont les communes sont sûres et certaines. On ne peut pas exposer des informations qui conduiraient à des manquements en termes de gestion, et surtout toute erreur dans la gestion en ce qui concerne une exhumation, par exemple, peut conduire à une violation de sépulture ou à une profanation de sépulture. Donc, il s'agit de monter en charge pour les collectivités, de faire l'état des lieux de chaque cimetière. Lorsque celui-ci est fait, validé, à ce moment-là, il est porté en ligne sur la plateforme, et les communes, les administrés peuvent trouver les informations que les communes gèrent sur ce cimetière. Parce qu'après, il faut savoir que toute opération qui se fait en termes de gestion par les collectivités est immédiatement portée à la connaissance du grand public sur la plateforme. Merci Jean-Marc D'Alexis d'avoir accepté notre invitation. Je rappelle que vous avez fondé cette plateforme internet www.mémoiredeguadeloupe.com. On va parler maintenant de sport. En football, retour ce midi sur le tirage au sort pour le 7e tour de la Coupe de France. Les clubs ultramarins connaissent leurs adversaires. Parmi eux, le CSM, le club sportif moulien, devra se déplacer en Alsace pour affronter un club de CFA de Mulhouse. De son côté, l'Étoile de Morne-à-l'Eau recevra le Maccabi Paris UGA, un club de CFA, des matchs qui se dérouleront le week-end du 14 novembre. Sport toujours avec de la voile maintenant, J-1 avant le départ de la solidaire guadeloupéenne. Il s'agit de la première édition du rallye handi valide. Le principe, chaque bateau doit embarquer une ou plusieurs personnes porteuses de handicap. Éric Pommier a suivi les préparatifs d'un équipage, son reportage. Serge de Souza a déjà le regard concentré sur une initiative qui lui tient à cœur, faire naviguer en compétition des personnes porteuses de handicap. Une première en Guadeloupe, ce passionné par cette action entend faire tomber les barrières du handicap qui vous empêchent soi-disant toute activité physique. Disons que comme citoyen, les personnes handicapées ont le droit de faire le sport qu'elles veulent. Et à mon avis, il faut que le monde valide puisse adapter les sports pour pouvoir permettre aux personnes handi à participer. Donc c'est pour ça que sur des bateaux habitables, c'est possible. Actuellement, il n'y a pas trop de bateaux équipés pour recevoir des personnes handi, mais en fonction du handicap, on peut naviguer et participer un peu aux manœuvres, à certaines manœuvres sans problème, barrer, tirer sur des bouts, etc. Et avec un petit esprit de compétition au début. Serge est lui-même porteur d'un handicap et la mer, il en a fait sa passion depuis l'âge de 13 ans. À son carnet de bord figurent des compétitions et non des moindres. Il a participé à beaucoup de régates en handi-voile. Le NEC Plus Ultra, son engagement au mini-J en championnat de France. Pas moins de 80 bateaux y sont régulièrement engagés. Alors, pour ce marin, pourquoi ne pas faire profiter de son expérience ? À l'horizon se prépare la Solidaire qui ouvre la saison de voile habitable en Guadeloupe du 30 octobre au 1er novembre. Opportunité rêvée pour que son aventure handi-voile lève l'ancre, ainsi faire des heureux. Disons que ça a été très bien perçu, les gens sont très intéressés par cette action, par cet événement. On recherche encore un peu des bateaux.
Si jamais il y a possibilité d'en avoir un petit peu plus, ça serait bien. Et donc c'est une première, donc une nouveauté. Et tout le monde est très intéressé, aussi bien des personnes handicapées que des personnes valides. Serge de Souza n'a pas encore levé les voiles pour cette fameuse solidaire organisée par la Triskel dans 3 jours, qu'il entend déjà faire de cette action une initiative pérenne. Le marin prévoit en effet que chaque année, les handis puissent, comme les valides, prendre le large, en compétition s'il vous plaît. Seule condition, trouver les fonds pour s'équiper de bateaux, bien sûr, adaptés à tout type de handicap, pour naviguer en toute sécurité et surtout en toute liberté. Avant de parler météo, je reviens sur cette information, sur cette conférence internationale sur les langues de l'Inde dans ses diasporas qui se déroule donc à partir d'aujourd'hui au Memorial Act, comme vous pouvez le voir sur ces images de Patrick Curie. Jusqu'à samedi, 35 chercheurs et professeurs d'universités venant d'Afrique du Sud, des États-Unis, de l'Inde, mais aussi de Suède, vont échanger sur les fonctions, la préservation et la transmission des langues d'origine de la diaspora indienne. Et ce midi, il est notamment question du tamoul dans les dom-toms au XXIe siècle. Avant de se quitter, on fait rapidement le point sur vos conditions météo pour cet après-midi. Le ciel sera partagé entre les éclaircies et les passages nuageux qui pourront donner lieu à quelques gouttes de pluie. Les températures, elles seront comprises entre 29 et 31 degrés. C'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivie. Une édition que vous pouvez bien sûr revoir sur notre site www.alizé.com. Dans quelques instants, toute l'actu ciné en Guadeloupe avec votre magazine Synopsis suivi du journal de TF1 et de Petits secrets entre voisins. Pour ma part, je vous donne rendez-vous ce soir à 19h pour votre édition locale et régionale. En attendant, bon appétit et très bon après-midi sur Alizé.